Mes amis, nous sommes le 4 février, 5 février. 5. Et nous faisons notre trilatéral avec Thierry Messant et Édouard Husson. Nous allons essentiellement parler de Trump et des premières aventures trumpistes qui commencent à défrayer la chronique. Merci de nous suivre. Pensez évidemment à vous abonner à la lettre de Thierry sur son site voltairenet.org. Pensez à lire les articles du Courrier des Stratèges, à vous y abonner. C'est la condition de l'indépendance de la presse. Et puis, bonne émission à tous. Et nous nous retrouvons pour cette trilatérale, je vous le rappelle, tous les 15 jours. Thierry, bonjour. Bonjour. Édouard, bonjour. Bonjour Eric. Alors, on parle évidemment tout de suite du sujet, le nettoyage ethnique à Gaza. Comment vous réagissez aux propos que Donald Trump vient de tenir sur le fait que les États-Unis allaient occuper Gaza pour reconstruire Gaza, mais au passage en chassant définitivement les Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie? Qui veut commencer? Allez, Thierry. Alors d'abord, l'Égypte et la Jordanie n'ont pas répondu à cette proposition. Pour le moment, ils s'y opposent, on verra comment ça évoluera. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Donald Trump fait ce qu'il avait annoncé. Il dit qu'il est le successeur du président Jackson qui, au XIXe siècle, aux États-Unis, a réglé la fin des guerres indiennes en signant des traités de paix avec les tribus indiennes. Il n'y a qu'une seule tribu qui a accepté vraiment de suivre ces traités de paix, les Cherokees, qui se sont déplacés au sud du Mississippi. Alors ça a été un exode meurtrier pour eux. Il y a 4 à 8 000 personnes qui sont mortes pendant cet exode. Mais depuis, les Cherokees se sont développés comme une tribu indépendante, et ce sont les seuls aux États-Unis parmi les Indiens qui ont réussi à prospérer. En fait, aujourd'hui, ils ont un empire des casinos aux États-Unis. Donc, cette solution est mauvaise, il n'y a pas de doute, mais pour les Cherokees, elle a représenté la solution des guerres indiennes, pas pour les autres Indiens. Alors, il va faire ça avec les Palestiniens. Moi, je pense qu'il y a une grosse différence entre les Indiens et les Palestiniens, c'est que les Indiens pensaient que la terre ne leur appartenait pas. Ils disaient la terre-mère, elle appartient à toute l'humanité. Où que les Indiens Cherokees se trouvent, ils sont toujours Indiens Cherokees. Tandis que les Palestiniens pensent que leur identité est liée à leur terre. Donc, quand on les déplacera, ils ne penseront plus être Palestiniens. Alors je dis quand même qu'il y a un petit bémol, parce que Yasser Arafat a organisé quand même il avait l'idée de transférer lui-même les Palestiniens en Jordanie, c'est Septembre Noir, et donc ça a été un massacre terrible, tout ça, parce que évidemment les Jordaniens ont refusé. Et puis après il a pensé déplacer les Palestiniens au Liban. C'est une des causes de la guerre civile au Liban, et il a même pensé les déplacer en Tunisie par la suite. Donc les Palestiniens n'ont pas un obstacle aussi effrayant que ça de se déplacer pour conserver leur identité. Mais avant de céder la parole à Édouard, l'ironie de l'histoire est quand même que le fondement du sionisme, c'est le lien identitaire entre le peuple juif, ou le prétendu peuple juif, et la terre d'Israël. Oui, et le royaume d'Israël qui n'est qu'Israël, que Jérusalem et sa banlieue, et pas du tout l'État d'Israël actuel. Donc la comparaison avec les Cherokees pose quand même ce problème, qui est qu'au fond, Trump nourrit bien l'idéologie sioniste. Moi je pense que c'est un fantasme, mais bon, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais le fantasme selon lequel les Juifs étaient là il y a 2000 ans. Les Juifs d'aujourd'hui auraient été là il y a 2000 ans. Il fait vivre ce mythe. Oui, il fait vivre ce mythe, mais dans son esprit,
il règle un problème territorial à la manière dont son prédécesseur l'a réglé. Lui, il ne pense pas à ce mythe. Ce sont les Israéliens qui y pensent. C'est pas pareil. Alors, Édouard. Alors oui, moi je suis tout à fait d'accord. On pourrait appeler ça le Palestinian Removal Act, comme il y a eu le Indian Removal Act. Cela dit, je crois que c'est pas fait, loin de là. Et puis, je vais continuer ce que disait Thierry en disant que les Palestiniens ont un autre attachement à la terre que les Amérindiens. Je crois qu'en fait, Trump risque de déclencher des forces qu'il ne maîtrisera pas forcément. Et c'est pas que des forces matérielles, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler des forces spirituelles, une vision que l'humanité a d'elle-même, et c'est pour ça que moi je pense qu'il va y avoir immédiatement beaucoup d'obstacles. Ce qui est choquant, c'est que Netanyahou est reçu à la Maison-Blanche alors qu'il est l'auteur, le grand responsable de crimes contre l'humanité. C'est vrai qu'un pays, une grande démocratie comme les États-Unis, si elle respectait vraiment ses principes fondateurs, elle aurait dû lui passer les menottes. Ces pays ou pas ces pays, je veux dire, c'est pas acceptable. Et puis surtout, ce qui a gêné, je crois, beaucoup de gens qui ont vu les vidéos, c'est le sourire de Netanyahou. Alors, est-ce que c'est le sourire forcé parce qu'il n'a pas été arrêté? Est-ce que c'est la satisfaction parce que finalement, Trump lui donne ce qu'il, en tout cas théoriquement, lui donne ce qu'il n'a pas obtenu par les bombardements, c'est-à-dire l'expulsion des Palestiniens de Gaza, et il lui donne aussi le droit d'annexer la Cisjordanie, si j'ai bien suivi ce qui est dit lors de la conférence de presse. Et donc, je crois que on est là devant une nouvelle crise au Proche-Orient, en Israël. Effectivement, Trump, dans la lignée de Jackson, se dit « je vais résoudre pragmatiquement ça ». En réalité, il s'agit non pas de quelques milliers ou dizaines de milliers, il s'agit de 2 millions de personnes à Gaza. Et je crois que, enfin, si on imagine un petit peu ce que ça veut dire, ça serait créer une situation de grande détresse. Et alors, moi, ce que je voudrais amener assez vite dans la discussion, d'une certaine manière, c'est que c'est que la communauté internationale est au pied du mur. On ne peut pas accepter ce que Trump vient de proposer. Mais c'est là qu'on va voir si les BRICS, par exemple, c'est plus qu'un cartel économique. Ils veulent vraiment refonder l'ordre international. Ben si on veut vraiment refonder l'ordre international, il faut dire à Trump, écoutez, on arrête là-dessus, on applique enfin le droit international, les droits des Palestiniens, et vous voulez reconstruire Gaza, les États-Unis veulent y contribuer, tant mieux. Dernière petite remarque. Je trouve que quand on prend l'affaire du Groenland, du Canada ou de Gaza, on a quand même... Trump s'est totalement détaché des enjeux de la souveraineté et du droit international. Au nom de quoi va-t-il annexer Gaza aux États-Unis? Parce que c'est ça qu'il a dit. Vas-y, Thierry. Je pense qu'une des conséquences de cette décision, qui va avoir un début de mise en œuvre, je ne sais pas si c'est jusqu'au bout, c'est qu'on va voir ressurgir le phénomène du terrorisme palestinien à l'échelle internationale. Mais justement, sur ce point, je voulais évoquer cette question que vous passez sous silence. Quand même, ce qui est marquant dans la position de Trump sur on va vider Gaza de ses habitants pour le reconstruire et en faire d'ailleurs un îlot de prospérité. On en dira, j'espère, 3 mots. Trump prend acte de l'abandon de la doctrine du 2 États. Les États-Unis aujourd'hui ne préconisent plus la création d'un État palestinien. C'est quand même une décision, un tournant extraordinaire. Oui, parce que c'est la fin de ce mythe qui a été créé par les Britanniques avant la création de l'État d'Israël. Et qui était quand même sous-jacent aux accords d'Abraham que Trump avait promu lors de son premier mandat. Je ne crois pas, justement. Et d'ailleurs, Jared Kushner
juste avant l'arrivée de son beau-père à la Maison-Blanche, Jared Kushner est devenu le premier assureur en Israël, brutalement, et il a annoncé qu'il allait construire une station balnéaire à Gaza. Alors, je voudrais qu'on revienne à cette affaire. Alors, j'abonde. La théorie des deux États. J'abonde. Moi, ce qui m'avait frappé pendant le premier mandat de Trump, et donc dans les accords d'Abraham et dans toutes les discussions qu'il y avait eu, c'est que précisément, on ne parlait plus de nation palestinienne, d'État palestinien. Et je crois que, en fait, Trump, de ce point de vue-là, il est cohérent, il est fidèle à lui-même. Il avait voulu une réconciliation entre Israël et un certain nombre d'États arabes, en passant par pertes et profits la question palestinienne. Non. Passons par pertes et profits la question d'un État palestinien. Oui, mais pour moi, ça revient au même. Pour moi, ça revient au même. Pas pour lui. Ah oui, mais je veux dire, s'il n'y a pas d'État palestinien... D'accord, mais moi, j'essaye de comprendre tous les points de vue en même temps. Oui, mais en tout cas, voilà. Donc, on est d'accord, sauf pour moi, s'il n'y a pas d'État palestinien, ça veut dire que la question palestinienne, on l'a résolue, j'aime pas ce terme, mais de manière brutale et que certains espèrent durable. Alors, il y a ce sujet qu'évoque Thierry, c'est la personnalité de Jared Kushner, qui est le gendre de Donald Trump, qui est aussi le fils du futur ambassadeur des États-Unis à Paris, désigné par Donald Trump, qui est le petit-fils du juif survivant de l'Holocauste, de juifs polonais installés dans le New Jersey et qui ont une fortune immobilière colossale. Donc Jared Kushner est un grand promoteur immobilier, héritier de dizaines de milliers d'appartements, de maisons, d'un empire immobilier colossal, familial. Et on voit que là, tout à coup, les États-Unis ont un projet immobilier pour Gaza. Est-ce que... L'envoyé spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient est lui-même un promoteur immobilier. Qui était David Koff, de mémoire, quelque chose comme ça. Non, Witkoff. Steve Witkoff. Steve Witkoff. C'est quoi le message qui est passé aujourd'hui sur ce qui dirige la diplomatie américaine? Est-ce que la diplomatie américaine se réduit aujourd'hui à des milliardaires qui décident dans leurs intérêts et qui mettent l'État fédéral américain au service de leurs intérêts? Et moi, je ne crois pas qu'ils décident dans leurs intérêts, je pense qu'ils décident dans leur manière de voir les choses. Ils ne perçoivent pas certains aspects du problème et par contre, ils perçoivent d'autres aspects, ils perçoivent l'aspect territorial d'une manière particulière. Enfin, ils vont gagner de l'argent comme ça. Oui, le projet de Gaza, c'est fait pour enrichir Jared Kushner et la famille Trump. Oui, mais c'est pas pour ça qu'ils vont le faire. Il faut pas accuser les gens de tirer la couverture à eux. Il faut comprendre comment ils perçoivent le problème. Parce qu'on ne peut pas discuter avec des gens si on ne comprend pas leur manière de penser. Alors, moi je voudrais faire une remarque, je suis plus critique que Thierry, je voudrais faire une remarque d'abord, c'est que c'est potentiellement, je dis bien potentiellement, la fin de l'État palestinien, de projet d'État palestinien, mais d'une autre manière c'est aussi la fin du sionisme. C'est quand même étonnant ce que dit Trump. Trump dit en gros, on va s'installer à Gaza. Et c'est les États-Unis qui vont gérer la manière dont ça va se faire. On va en faire la Côte d'Azur, une autre Côte d'Azur sur la Méditerranée. Et je préviens, je vais dire quelque chose, certains trouveront que c'est antisémite peut-être, mais ce sont des Juifs américains qui sont derrière ce projet. Serge Witkoff, Jared Kushner. Bon. Alors, c'est intéressant parce qu'au sein du monde juif, ça veut dire qu'il y a une sorte de... on acte depuis les États-Unis l'échec du sionisme. Parce que c'est ça aussi que Trump dit à Netanyahou. Et il lui dit, t'as tout bousillé. Et regarde, moi je vais faire la même chose, mais bien plus efficacement, et moi ça va marcher. Je pense pas que ça va marcher, mais c'est ce que Trump dit. Alors, c'est d'autant plus intéressant que
s'il y avait quelque chose de respectable dans l'idéal sioniste des origines, c'était entre autres le socialisme. C'était l'idée qu'on allait inventer autre chose, une autre façon d'être, c'était ce communautarisme, voire ce communisme adouci. Et là, alors là, on est à l'opposé, puisqu'on va être dans la spéculation immobilière, le règne de la finance. Donc c'est quand même quelque chose d'assez considérable, ce qui est en train de se passer. Alors par ailleurs, moi je suis quand même frappé de voir qu'on est dans une situation qui rappelle quand même beaucoup la République romaine finissante et la confusion. Il faut se souvenir que Jules César était un des grands financiers de Rome, d'abord, et que beaucoup de ses décisions, y compris la conquête de la Gaule, c'est la question de son influence financière. Et donc on est dans cette situation. Il y a quand même des conflits d'intérêts qui sont gigantesques. Trump lance son Bitcoin, sa monnaie de type Bitcoin, en même temps qu'il devient président. Je sais bien que c'est pas lui qui la gère. Et là, c'est son gendre qui va s'enrichir largement, bon, etc. Et donc ça pose de vraies questions. En tout cas, alors. J'entends ce que dit Thierry, il faut se mettre dans la tête des gens, donc mettons-nous dans la tête de Donald Trump, mais c'est quand même pour remarquer qu'on est très très loin de la conception française de la politique, avec l'idée qu'il y a un désintéressement, que justement la puissance publique est là pour mettre des barrières aux excès éventuels des puissances financières, des puissances d'argent et autres, et là on est vraiment à l'opposé. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que ça va susciter beaucoup plus de réactions que ce à quoi s'attend Trump. On retourne au Far West. C'est la même histoire. Avec cette idée qu'au fond, le Far West, c'était des pionniers qui défrichaient une terre avec leurs petits moyens. Alors, c'est à nuancer, bien entendu, mais il y avait de ça. C'était le pauvre Européen qui arrive et qui crée un nouvel univers. Et là, ce sont quand même des riches américains qui décident d'accroître leur fortune par une occupation territoriale permise par la puissance américaine. C'est pas ça qu'on va voir. On va voir l'armée des États-Unis se déployer en Palestine, ce qui a toujours été refusé. C'est vraiment un nouveau chapitre qui va avoir lieu. Et l'armée des États-Unis en Palestine va avoir les mêmes problèmes que l'armée israélienne, et plus encore, parce que pour elle, ça sera impossible de comprendre les Palestiniens. Impossible. Ils n'y sont pas arrivés en Irak, ils ne vont pas y arriver là. Donc, est-ce que toi, ce que tu diagnostiques aujourd'hui, Thierry, ou pronostiques, c'est un enlisement de l'armée américaine à Gaza? Ah, ça c'est certain, oui. Parce que, humainement, comment on peut déplacer 2 millions de personnes en 2025 sans être inhumain? Je ne sais pas combien on a déplacé d'Allemands à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 4 ou 5 millions. En plus. 12, pratiquement 14 millions, et il y a plus d'1 million qui sont morts lors des expulsions. Voilà, donc nous avons déjà fait ça il n'y a pas si longtemps, et nous l'avons oublié. Nous avons déjà fait ça. On était dans la foulée d'une guerre terrible. Oui, d'accord, mais c'était un crime quand même. Un peuple allemand qui est... non, mais on est d'accord, mais le contexte est quand même relativement différent. C'est-à-dire que le peuple allemand portait la responsabilité de l'Holocauste. Et des crimes commis pendant la guerre germano-soviétique, outre l'Holocauste, c'était pas le seul. Voilà, de pratiques horribles sur le front de l'Est. Et donc, au fond, c'était un moindre mal dans l'esprit collectif. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas accuser les Palestiniens d'avoir tué des millions d'Israéliens. Oui, mais les millions de gens qu'on a déplacés n'avaient commis qu'une seule chose, ils parlaient la langue allemande. Et donc, ils étaient suspectés a priori de soutenir le Reich. Oui, il y en a beaucoup qui l'avaient soutenu quand même. Mais il y en a beaucoup qui l'avaient soutenu, mais pas tous. Je connais qui ont été déplacés, mais pas encore tous. En 2020, parce qu'ils meurent petit à petit, mais encore en 2020, c'était quand même des sacrés nazis. Hein. Mais d'accord, mais pas tous. Ils ont tous été traités de la même manière. Certes. Mais là, le contexte est différent. Et même si c'était des nazis, c'était pas une raison pour les traiter de cette manière-là. Oui. Non, mais j'entends que tu as fait une affaire, mais et personne ne dit que nous ne l'avons pas fait. Là, simplement, le contexte est quand même très différent. Oui. Bon. Je vois que Thierry il est bien remonté sur les... Mais non, mais ce qui est terrible, c'est que
quand on commet des actes comme ça, de déplacer de force des millions de gens, il y a toujours de bonnes raisons, mais ça fait toujours des victimes. Et après, on oublie. Et lorsque quelqu'un d'autre veut faire la même chose que ce que nous avons fait, on lui en fait reproche. Moi, je trouve que on doit avoir de la suite dans les idées et savoir ce que nous faisons. Quand on a déplacé les colons français d'Algérie, ça a été un drame. Et on l'a oublié. C'est pareil, toujours c'est pareil. Oui, mais enfin, je souhaite dissiper tout malentendu. Moi, je ne dis pas qu'il y a les blancs d'un côté et les noirs de l'autre, les gentils, les méchants. Non, moi, je dis que quand... dis juste que le contexte est très différent. D'accord, mais moi je dis que quand une chose pareille est entreprise, il faut se souvenir du passé, du mal que ça fait, mais aussi du bien que ça fait. Il faut avoir tous les paramètres en tête et ne pas dire a priori c'est bien ou c'est mal parce que ça nous arrange ou ça ne nous arrange pas. Je ne pense pas que ce soit ce qu'on ait dit. Hein. Non, mais là, on est en train de voir le déplacement des Palestiniens comme une catastrophe, ce que ça sera. Mais on appelle la Nakba. Oui, mais on doit conserver à l'esprit que pour les Cherokees, ça a été une catastrophe, mais qu'ils s'en sont sortis et qu'ils ne s'en seraient pas sortis s'il n'y avait pas eu la catastrophe de la piste des larmes. Mais Thierry, quand même, alors là, moi, je vais réagir autrement. C'est-à-dire que moi, je crois que nous avons, comme citoyens français, comme citoyens du monde, nous avons à nous poser une question. C'est est-ce que nous nous opposons de manière virulente à ce que ça se passe? Parce que moi, je crois que... D'abord, le projet va se heurter à beaucoup d'obstacles. Ensuite, comme tu viens de le dire, bon, appelons ça nettoyage ethnique parce que c'en est un, mais la déportation, parce que c'est ça, finalement, de même que Trump renvoie les immigrés, là, il dit on va le faire, alors on va le faire apparemment plus doucement. Sauf que une opération de ce type, si jamais elle avait lieu, ça ne peut pas se produire doucement. Et puis surtout, je veux dire, comment ces gens seraient-ils accueillis en Égypte, en Jordanie, dans quelles conditions vivraient-ils, etc., etc. Mais moi, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. C'est quand même la civilisation qui se joue, c'est l'humanité. Je veux dire, c'est absolument inacceptable. C'est absolument inacceptable et c'est en fait, je veux dire, on a un peuple, le peuple palestinien, à qui on a demandé à la fin des années 40 de faire un peu de place. Alors on lui avait à peine demandé ça que ceux à qui on faisait un peu de place ont dit non mais vous allez nous en faire beaucoup plus. Et ils ont expulsé. Aujourd'hui 70% des Palestiniens de Gaza sont les descendants des expulsés de 48. Et à partir de là, on a quand même une situation qui est totalement étonnante où Trump arrive comme une fleur, si j'ose dire, en disant à Netanyahou, non, mais implicitement, on oublie que t'es le plus grand des salopards sur la terre actuelle. Moi, je vais faire ce que tu voulais faire, mais je vais le faire mieux. Et de toute façon, c'est les États-Unis qui vont le faire. Et là, moi, je crois. Enfin, il me semble que pour la conscience française, pour la conscience européenne, pour la conscience du monde, enfin, si le pape François ne prend pas la parole, s'il n'y a pas une réunion d'un certain nombre de grands leaders religieux, si les BRICS ne font pas une déclaration en disant nous nous opposerons absolument à ce projet, à ce moment-là, ça veut dire qu'on entre dans un monde de jungle. Après avoir dit qu'on allait construire un nouvel ordre international, ben c'est fini ça, c'est fini. Je veux dire, c'est pour 2 générations. D'abord, je pense qu'on est dans une jungle. C'est la bagarre. Non, mais on est dans une jungle depuis très longtemps, ça ne change pas, c'est toujours la jungle. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a déjà 2 camps d'1 million de places qui ont été organisés, l'un en Jordanie, l'autre dans le Sinaï. Alors en Jordanie, il est pour le moment occupé par des Syriens qu'on va rapatrier de force chez eux en leur disant c'est très bien, c'est Daesh qui est au pouvoir et vous êtes vous, frères musulmans. Et il y a un autre camp prévu pour 1 million de personnes dans le Sinaï qui a été terminé sous nos yeux sans que personne ne dise rien par l'administration Biden.
C'est pas Trump qui a fait ça, c'est l'administration Biden. Et quant à dire que ça va être un massacre, que c'est insupportable, parce que on vient de tuer 200 000 Palestiniens à Gaza, et ça c'était supportable, ça tout le monde l'a accepté. Donc, le courrier a beaucoup non mais d'accord, mais au plan international, toutes les puissances internationales ont accepté ce massacre. Et maintenant, on dit qu'il y a une solution qui va tuer quelques milliers de personnes au lieu d'en tuer 200 000 de plus. Eh ben, excusez-moi, mais moi, je préfère cette solution à celle que nous vivons depuis plusieurs mois. Mais les Palestiniens, eux, ils en pensent quoi, à ton avis, Thierry? Mais j'en pense qu'ils vont s'y opposer. Et je pense le contraire, que moi, si j'avais été un chef cherokee, j'aurais accepté, comme l'ont accepté les chefs cherokees, leur déplacement, leur déportation. Et je pense que si j'étais un chef palestinien, je leur dirais, nous devons accepter cette déportation, mais nous devons poser nos conditions de cette déportation. Et ces conditions, ce serait quoi? Mais le fait qu'on leur construise des logements décents en Jordanie et en Égypte. Mais on sait très bien que c'est pas ça qui va se passer. On va là, justement, il y a, comme tu le dis, il y a un camp qui a été construit par l'administration Biden dans le Sinaï. Il y en a un autre prévu en Jordanie. Donc on va envoyer 2 millions de personnes vivre dans des tentes. Comme finalement, je veux dire, pour l'instant c'est le cas à Gaza. Et puis non mais je veux dire, Thierry, là on parle de quel territoire? On parle de la Terre Sainte. La Terre Sainte, c'est un endroit qui est tout à fait spécifique dans l'histoire de l'humanité, où est apparu le monothéisme, dont certains disent qu'il a pas fait que du bien à l'humanité, mais qui a quand même développé la conscience morale, qui a permis la modernité. Et on a 3 familles religieuses qui se réclament du même ancêtre spirituel, à savoir Abraham, et qui ont des droits spirituels sur cette terre. C'est-à-dire qu'il y a des sanctuaires pour les juifs, pour les musulmans, pour les chrétiens. Il y a une présence à la fin de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman n'a pas fait que des belles choses, mais à la fin de l'Empire ottoman, il y avait une coexistence tout à fait pacifique de ces communautés, avec des accords qui avaient été trouvés entre les uns et les autres. On pourra entrer dans le détail, c'est absolument passionnant. Et on a, alors les Occidentaux, après la guerre, à la fois par impérialisme, par mauvaise conscience aussi à cause de la Shoah, ont autorisé un exode massif de Juifs venus d'Europe en particulier, puis après ils sont venus d'ailleurs, sur cette terre. Et on a commencé à faire des Palestiniens, qui étaient les habitants d'origine, des parias. Bon, et ben, moi je dis, moi qui suis chrétien, qui tiens à cette terre sainte, je sais ce qui va se passer si on laisse faire Trump. C'est qu'un jour, moi, je pourrai plus aller au Saint-Sépulcre. Parce que, qu'est-ce qui aura gagné? Qu'est-ce qui aura gagné? Ça sera des valeurs absolument opposées à ce que représentent les 3 monothéismes, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Ce qui aura gagné, ça sera le règne de l'argent, de la force. Et en plus, ça se lisait sur le visage de Netanyahou hier. Il se disait, je vais être plus malin que Trump, je vais faire le petit garçon bien obéissant, sauf que demain, on réalisera tous les objectifs du sionisme révisionniste. Donc moi, je pense que c'est pas une question de commentaire ou d'acceptation, c'est une question d'opposition absolue. On ne peut pas accepter ça. S'il y a une politique française, elle doit être vent debout contre un projet de ce type. De même que nous avons critiqué, alors nous étions peu nombreux, mais nous avons critiqué la politique génocidaire de Biden, mais là, c'est une politique génocidaire par d'autres moyens. Alors, moi, je distingue ce que serait ma position si j'étais palestinien et si je ne suis pas palestinien. Alors, je dis que si j'étais palestinien, j'accepterais ce que propose Trump parce que ce serait un moindre mal. Ça serait un moyen de protéger ma population en perdant mon territoire. Mais, ce qui est un sacrifice colossal. Oui, mais je pense que de toute manière, ce sacrifice, c'est celui-là où c'est des vies en quantité qu'ils vont continuer à perdre. Ça fait 80 ans que ça dure, ce drame. Si je ne suis pas palestinien, je dois défendre le droit international.
Moi, je ne défends pas les 3 monothéismes. Je ne pense pas qu'ils aient un bilan supérieur aux religions non monothéistes. Je pense que c'est pareil. Mais en tant que responsable politique occidental, je crois au droit international pensé par les Français et par la Russie. Et ce droit international fait que les Palestiniens doivent rester sur leur terre. Voilà. Alors, donc, quelle est la position de Thierry Meyssan aujourd'hui? Là, je suis perdu. Mais non, je ne suis pas jésuite, moi, monsieur. Non, je viens de l'expliquer. Ça dépend quelle est ma responsabilité. Je n'aurai pas la même position selon ma responsabilité. Si je suis un responsable palestinien, je pense que ma responsabilité est de sauver les vies palestiniennes. Si je suis extérieur à ce conflit, je pense que je dois penser l'équilibre du monde et donc le droit international. Alors, à ton avis, lequel des deux va prévaloir entre ces deux points de vue? Mais je pense qu'aucun des deux ne va prévaloir, et c'est pour ça que c'est dramatique. Tu m'as perdu, Thierry, je suis perdu par ton raisonnement. Moi, je reprends l'argumentation. Oui. Je pense que le seul moyen qu'il y ait le moins de vies palestiniennes possibles, perdues possibles, c'est de dire non tout de suite. Je pense qu'il n'y a que ça à faire. Parce que si on rentre même au nom d'une éthique de la responsabilité du point de vue palestinien, ça va être horrible, ça va être horrible. Et si on ne dit pas non à Trump tout de suite, je crois que effectivement, si on fait comme si oui, peut-être ça va se faire, peut-être pas. Mais non, si on lui dit pas non tout de suite, à ce moment-là, il va y avoir des amorces, des ébauches. Et ça va faire des morts, effectivement. Donc, la continuation du génocide tel qu'il a été pratiqué par Netanyahou grâce aux bombes de Biden et de l'Allemagne, soulignons-le au passage, c'est effectivement tant mieux que Trump ait suspendu ça. Mais enfin, Trump nous dit je vais faire le même truc. L'objectif d'origine, c'est l'expulsion des Palestiniens. Moi, je vais y arriver par la spéculation immobilière. Sauf qu'entre-temps, il va falloir faire partir ces gens. Et qu'effectivement, on a une histoire des déplacements de population. On peut penser à ce qui s'est passé avec les Serbes de la Krajina, on peut penser à ce qui s'est passé en Afrique dans les 30 dernières années. Je voudrais qu'on signale la grande catastrophe des échanges de population entre Grecs et Turcs en 1921. Et alors, je vais aller plus loin, Serge. Sans faire de nécessité-vertu ou sans invoquer la ruse de la raison historique, je pense que nous avons une occasion de refonder la politique, l'action politique. Précisément parce qu'on a quand même quelque chose qui est alors moi je vais prendre une référence monothéiste et chrétienne, c'est le règne de Mammon. Et le Christ dit on ne peut pas adorer Dieu et Mammon. Et ce que Trump nous promet, il a beau soutenir les chrétiens ou être soutenu par les chrétiens américains, je veux dire c'est le règne de l'argent avec un grand A. C'est une idolâtrie de l'argent. Et en Terre Sainte, pour moi, ça me révulse. Alors c'est peut-être parce que j'ai trop lu Léon Bloy ou Bernanos, mais c'est impossible. Donc, il faut dire non tout de suite. Et je pense qu'il y a dans le monde d'immenses forces spirituelles qui se sont coalisées déjà pour dénoncer le génocide de Gaza. Et je pense que l'effet de ces protestations a été plus important que ce qu'on peut dire à première vue. Mais aujourd'hui, il faut donc continuer ces mobilisations. Et il faut dire non tout de suite. Il faut réveiller la conscience des gouvernants. Et il n'y a que comme ça qu'on peut refonder l'action politique. Et moi, j'y pense en particulier pour la France. Quand on voit le triste état de notre classe politique, précisément, c'est ce type de cause qui peut réveiller les Français et les mobiliser autour d'un grand projet. Bon, vas-y Thierry, parce qu'Édouard est bien chaud. Moi, je pense que si on fait ça, on doit poser le problème de fond. La seule solution qui existe pour l'ensemble de la population en Palestine, qu'elle soit juive ou arabe, c'est un État, et un seul État. Or, vous nous avez parlé tous les deux à l'instant de deux États, qui est la solution coloniale de séparation des populations. Qui est la solution admise en droit international aujourd'hui. Oui, mais c'est une absurdité.
Ah, mais moi, je suis pas loin de le penser, donc c'est une absurdité. J'ai pas de problème là-dessus. La seule solution est celle qui a été adoptée par les Nations Unies au moment, juste avant la création de l'État d'Israël, de dire il n'y aura qu'un seul État avec 2 nationalités dans cet État. Mais ça, personne ne veut le défendre aujourd'hui au plan international. C'est ça le drame de cette région. L'Arabie Saoudite prétend défendre une solution à 2 États. Oui, mais c'est absurde. Et à l'époque, quand l'Arabie Saoudite a proposé ça à la Ligue arabe, seul le Liban s'y est opposé et la Syrie. Moi, je voudrais quand même qu'on approfondisse la question du sionisme, puisque en réalité, ce que Trump prépare d'une certaine façon, c'est-à-dire l'expulsion des Palestiniens vers l'Égypte et vers la Jordanie, est quelque chose qui avait été négocié par, à l'époque, le Ben Gourion dans les années 20, qui avait négocié avec le roi Abdallah de Transjordanie le rattachement des Palestiniens à la Jordanie. Et au fond, on voit que ce qui réussit aujourd'hui, ce qui se profile, c'est l'exécution du plan de création d'Israël des années 20, c'est un grand Israël, bien avant les Nations Unies. Donc est-ce que, au fond, on n'est pas en train de dire que le projet négocié par Ben Gourion, ou en tout cas prévu par Ben Gourion, et financé par l'Agence juive mondiale dans les années 20 et 30, est-ce que, au fond, ce projet, ce n'est pas autre chose que la création d'une colonie américaine aux abords du canal de Suez, avec un marketing religieux? Oui. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, c'est le même projet à première vue, sauf que c'est plus les Britanniques. Ce sont Alors, les Britanniques s'y étaient opposés dans les années 20, puisqu'ils devaient gérer le mandat. Mais disons que le sionisme est quand même parti de Londres, comme dans la reconnaissance internationale qu'il a pu obtenir. Donc là, ce seraient les Américains. Je pense que la différence, c'est que dans les années 20, on ne voyait pas très bien ce que le sionisme pouvait donner. On n'imaginait pas qu'il pût être sanglant dans ses conséquences pour une partie des habitants de la région. Alors qu'aujourd'hui, c'est malheureusement, on ne peut que le regretter, mais ce sont 80 ans de violence, de massacres, de guerre, et donc il y a une usure, je crois, et il me semble que il y a malgré tout un aveu chez Trump, et c'est là que la position américaine est ambiguë, c'est qu'à partir du moment où il dit « c'est nous qui allons nous installer, qui allons gérer ça », il acte l'échec des Israéliens à gérer Gaza, avec en particulier le psychodrame depuis 2007 où les Israéliens s'étaient retirés et où en même temps ils se mêlaient en permanence de la vie de Gaza, et puis surtout le grand échec des 15 derniers mois avec l'idée qu'ils allaient éradiquer le Hamas et les autres mouvements palestiniens. Moi, je pense qu'il acte surtout l'échec de 80 ans de domination britannique par-dessous. Depuis 80 ans, les Britanniques font tout pour qu'il n'y ait pas d'entente entre les Arabes et les Juifs. Depuis 80 ans. Quand on est Juif, on accuse les Arabes. Quand on est Arabe, on accuse les Juifs. Mais la réalité, c'est que de l'extérieur de ces populations, il y a des gens qui alimentent la haine en permanence, et ce sont les Britanniques qui font ça. Lui, Trump, dit c'est fini, maintenant c'est géré par les États-Unis et nous allons réellement séparer les populations et non pas les distinguer sur le même territoire pour qu'elles se battent entre elles. Voilà. Donc, sur le fond, ce projet est meilleur que celui des Britanniques. Mais sur le fond, ce projet est colonial comme celui des Britanniques. Bon, est-ce qu'il y a une chance de voir le jour? Parce qu'on s'est bien empoigné sur pour ou contre. Est-ce que ce projet a une chance de voir le jour? Parce que
matériellement, il faut déporter 2 millions de personnes. On a vu dans l'histoire quand même la complexité que ça représente pour que ça se fasse dans des conditions acceptables par ce qu'on appelle la communauté internationale. Ça n'est jamais acceptable, mais ça va se faire. Alors je pense que ça ne se fera pas. Pour une raison qui me semble assez simple, c'est que commençons par les milices palestiniennes qui ont tenu en échec l'armée israélienne, elles vont le refuser. Et donc elles vont commencer à résister. Et il n'y a pas de raison que l'armée américaine y arrive mieux que l'armée israélienne. D'ailleurs, aujourd'hui, l'armée israélienne n'est guère qu'un appendice de l'armée américaine. Sauf que on voit très bien l'engrenage dans lequel Trump va se mettre, qui est de faire monter le ton et de menacer alors le Hamas d'anéantissement, je ne sais pas comment ça fera, sauf que à moins de mettre une bombe nucléaire sur les tunnels, on voit pas trop ce qu'il va faire. Et donc il va y avoir un enlisement, comme l'imaginait Thierry, de l'armée américaine, avec une opinion américaine qui va se retourner, parce qu'on va perdre des hommes. Et puis surtout, les puissances de la région vont réagir de manière, je pense, hostile. En tout cas, j'ai du mal à imaginer que la Turquie et l'Iran voient ces choses-là d'un bon œil. Quant à l'Égypte, elle va être pressurée. Et puis, l'opinion des pays arabes aussi va mettre sous pression les gouvernements. Donc moi, je crois, un peu comme Craig Murray le disait ce matin sur son fil X, c'est le début de grands troubles et d'événements sanglants. Mais je crois qu'à la fin, ça ne se fera pas. Moi, je pense que non seulement l'armée des États-Unis va s'enliser dans cette affaire, parce qu'elle s'est déjà enlisée en Irak, où c'était plus simple que là, donc, mais je pense qu'il y a des populations palestiniennes partout en Occident et dans toute l'Amérique latine, et qu'on va revoir le terrorisme palestinien comme dans les années 70, et que là, ça va être vraiment un phénomène international. Est-ce que Trump, au fond, n'est pas en train d'interrompre l'état de grâce dont il a pu bénéficier? C'est-à-dire qu'il s'est fait élire sur « on n'interviendra plus à l'étranger »,« America first »,« on ne fera pas de guerre ». Et puis au fond, la première grande décision, il avait dit « on interrompra la guerre en Ukraine dès mon arrivée, ça s'arrêtera ». Et puis on s'aperçoit que la guerre en Ukraine continue, que Zelensky est en train de négocier les conditions de pourparlers de paix avec la Russie, donc on est très loin d'arrêter la guerre en Ukraine. Et puis Trump annonce une intervention directe à l'étranger. Est-ce que il nous avait annoncé du protectionnisme, et puis finalement on s'aperçoit que ça fait pchit. C'est-à-dire que dès qu'il parle de mettre en place des barrières protectionnistes, il revient en arrière face aux conséquences boursières, aux conséquences financières de sa politique. Donc est-ce qu'au fond, en quelques jours, Trump n'a pas foulé aux pieds tous ses engagements de campagne, et est-ce qu'il n'est pas en train de se discréditer fondamentalement dans sa capacité à mettre en œuvre son programme? Pas du tout, à mon avis, parce qu'il avait tout annoncé à l'avance, simplement on ne l'avait pas écouté. L'expulsion des Gazaouis, oui. Je ne me souviens pas qu'il l'ait annoncé. Ah non, mais il avait clairement dit qu'il allait agir comme Jackson, et il n'y a pas d'autre solution. Moi, j'ai écrit sur le fait qu'il allait agir comme Jackson pendant son premier mandat. Il n'a pas pu le faire, c'est tout. Oui, ça je crois volontiers qu'il y a une cohérence interne, mais par ailleurs la population américaine, effectivement, ne l'a pas élu pour ça. Mais c'est toute l'ambiguïté. Si on réfléchit bien d'ailleurs, quelle est l'idée de Trump? L'idée de Trump, c'est, au fond, les Juifs américains n'ont voté qu'à 20% pour moi.
la question d'Israël et de la Palestine occupe beaucoup trop les présidents américains. Donc moi, je vais vous dire ce que je vais faire. Et effectivement, on va séparer les groupes, les nationalités, et on va les mettre à distance. Et puis, on en profitera pour faire de bonnes affaires pour les États-Unis. Puis, il faut quand même, effectivement, là où c'est un mauvais tour pour les Israéliens, mais aussi pour les Européens, c'est que les États-Unis vont d'autant plus mettre la main sur les réserves gazières au large de Gaza et d'Israël, parce que c'est quand même une des conséquences de l'opération. Et ce faisant, ce qu'il ne dit pas, et je pense qu'il le voit malgré tout, mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il va falloir mettre beaucoup de moyens américains, en particulier militaires, pour que ça réussisse. Et donc ça va être à l'opposé de ce qu'il a promis, c'est-à-dire qu'il n'engagerait pas les États-Unis dans de nouvelles guerres. Je pense que Donald Trump veut continuer la conquête de l'Ouest, sauf que le monde n'est pas à conquérir. Ça va quand même poser un problème, Thierry. Bah évidemment, parce que tout le monde va résister à ça. Et heureusement qu'on va résister à ça. Est-ce que tu penses que, donc, contrairement à ce qui avait été annoncé par Trump, qui est « on fera la paix », est-ce qu'on est rentré dans une période d'instabilité internationale encore accrue? La situation était déjà tendue de toutes parts, mais est-ce qu'on est en train de vivre le pire? Devons-nous nous préparer au pire? Surtout, nous devons comprendre ce que Trump a dans la tête. À l'instant, tu as parlé de ces tarifs douaniers qu'il a créés, qu'il a retirés, et tu as dit il a retiré parce que ça posait trop de problèmes. Pas du tout, pas du tout. Il a retiré parce qu'il a obtenu ce qu'il demandait. Et il a obtenu un gain. Qu'est-ce qu'il demandait? Parce que moi, j'ai pas compris ce qu'il demandait. Bon. Ça aussi, il l'avait dit à l'avance. Et il l'a dit quand il l'a fait. Ce qu'il demande, c'est que le Mexique et le Canada surveillent leurs frontières et arrêtent de laisser passer certaines drogues aux États-Unis. Ce qu'il a demandé à la Chine, c'est que la Chine arrête de fournir des précurseurs pour fabriquer ces drogues au cartel mexicain. Alors, évidemment, pour nous, ça c'est absurde, parce qu'on ne voit pas comment le Mexique et le Canada vont empêcher ces drogues de rentrer aux États-Unis. Ils n'y arrivent pas pour le moment. Alors, bon, le Mexique va mettre des soldats, le Canada, je ne sais pas ce qu'il va faire pour filtrer l'arrivée de ces drogues. Mais ils n'y arriveront pas. Ils vont essayer, mais ils n'y arriveront pas. Bon. Quant à la Chine, elle dit depuis longtemps elle l'a expliqué plusieurs fois, que quand elle vend des précurseurs pour des drogues, elle les vend en tant que produits chimiques qui peuvent servir à bien d'autres choses qu'à fabriquer du fentanyl. Bon. Et qu'elle ne voit pas comment, en vendant un produit, elle peut savoir à quoi le client va l'utiliser. Toujours est-il que Trump a retiré sa mesure quand le Mexique et le Canada ont dit qu'ils prenaient des mesures qu'ils refusaient de prendre jusque-là, et la Chine ne va pas se mettre à demander à ses clients des certificats de destination. Donc il a obtenu du vent. Non, il a obtenu ce qu'il voulait. En réalité, la nomination de ce qu'on appelle le tsar des drogues au Canada, elle était annoncée avant l'arrivée de Trump. Et au fond, on est quand même parti d'une logique, le Canada doit devenir le 51e État des États-Unis, pour en arriver à finalement... Je vois bien, Thierry, que tu fais l'impasse sur le krach boursier qui a immédiatement suivi l'annonce de barrières protectionnistes, qui, selon moi, explique le retour en arrière de Trump. C'est que Trump n'entend pas qu'il y a une hostilité de la finance américaine au protectionnisme, mais j'entends que tu as une analyse différente, mais sur le fond, il n'a obtenu que de la poudre aux yeux, il n'a pas obtenu de concessions majeures. Il a obtenu ce qu'il demandait, qu'il y ait, de la part du Mexique et du Canada,
une hostilité à ce trafic qui vient chez lui. Mais il n'y a pas, ça n'est pas la solution. Mais dans sa tête, c'est la solution du problème tel qu'il l'envisage. Alors que si nous regardons la question des drogues, tout ce charivari ne conduira nulle part. Puisque quand on aura interdit le fentanyl, il y aura autre chose. Parce que le problème des drogues, ce n'est pas les drogues, c'est le problème de la dépendance des gens aux drogues. Et personne ne veut attaquer ce problème. Mais donc, puisque Trump a annoncé qu'il rétablirait, enfin qu'il n'y avait au fond qu'un moratoire d'1 mois sur l'instauration de ces barrières tarifaires, est-ce que tu nous dis que dans 1 mois, Trump va réellement instaurer des barrières tarifaires contre le Mexique et le Canada, puisqu'il l'a annoncé? Je dis que dans 1 mois, il va évaluer les conséquences des mesures prises par le Mexique et le Canada, et que éventuellement, s'il constate que ça ne sert à rien, il rétablira ces barrières douanières. Oui. Comment comprendre dans ces conditions que Trump est fanfaronné sur « on pourrait supprimer l'impôt sur le revenu » et le remplacer par des barrières tarifaires, et il avait ajouté « il y a beaucoup de fric à se faire comme ça ». Moi, ce qui me perturbe, c'est qu'on a entendu un Trump idéologue du protectionnisme, et aujourd'hui, je peux entendre ce que tu dis, il utilise, enfin moi je pense que c'est parce qu'il y a un combat des milieux financiers américains contre le protectionnisme, mais je peux entendre ce que tu dis, qu'au fond, il utilise le protectionnisme comme une arme tactique, mais il avait dit qu'il en ferait une stratégie. C'est là que moi j'ai du mal à voir la cohérence du bonhomme. Mais il faut regarder l'histoire des États-Unis pour trouver sa cohérence. C'est ça qui a provoqué la guerre de sécession, c'est cette question-là. C'est pas l'esclavage du tout, comme on le raconte. La question du protectionnisme. C'est la question non, c'est la question du fait que Washington pouvait ou ne pouvait pas décider à la place des États fédérés des barrières douanières. Moi, je crois que ce qui est très intéressant dans les premières semaines de Trump, c'est précisément, c'est en fait la brutalité qu'on n'attendait pas, en tout cas dans l'expression des objectifs et dans la façon de vouloir arriver à ces objectifs, par exemple vis-à-vis de la Russie. Dire aux Russes, si vous ne venez pas à la table de négociation, je vais vous mettre encore plus de sanctions. D'abord, ça montre un état d'information insuffisant, puisque normalement tout bon analyste, tout bon conseiller de Trump aurait dû lui dire la Russie n'a pas souffert des sanctions qui lui ont été imposées. Mais surtout, ça montre une angoisse diffuse. En fait, Trump dit bien, j'ai vraiment peur que les Russes ne veuillent pas venir rapidement à la table des négociations. Et donc, il hausse le ton. Ça veut dire aussi que Trump a compris que pendant les 4 ans où il n'était plus au pouvoir, le déclin américain s'est accéléré. Et je crois que c'est ça sa difficulté. Tout le monde a été surpris par son côté impérialiste au sens basique du terme, le Groenland, le Canada, le canal de Panama. Mais en fait, on a connu pendant le premier mandat un Trump qu'on peut décrire comme nationaliste au sens neutre du terme, dans un monde où les États-Unis étaient plus puissants relativement qu'ils ne sont aujourd'hui. Et moi, pour moi, l'agressivité qu'il montre sur beaucoup de sujets reflète le sentiment diffus qu'il a du déclin de la puissance américaine pendant les 4 ans où il n'a pas été au pouvoir. C'est comme ça que je l'interprète. Et donc, à la fois, il y a une continuité chez Trump, dont je vois bien les racines dans l'histoire américaine, et en même temps, je pense que le Trump numéro 2 est dans une situation beaucoup plus inconfortable pour lui que le Trump numéro 1. Oui, bien sûr. Mais moi, je pense qu'il y a une erreur d'interprétation par rapport à ce qu'il vient de dire face à la Russie. En fait, il ne parlait pas à la Russie, il parlait à son opinion publique intérieure. Parce que s'il parlait aux Russes de cette manière, il ferme la porte tout de suite. Parce que si vous adressez aux Russes en disant « si vous n'êtes pas gentil avec moi, si vous ne m'obéissez pas, je vais faire ça », ça c'est sûr que vous les braquez. Hein? Les Russes sont des gens tout à fait normaux avec qui il faut discuter à égalité, absolument à égalité. Mais s'il les prend de haut comme ça, il les braque.
Par contre, le message qu'il leur dit, vous savez, si vous ne m'obéissez pas, je vais renforcer les sanctions qui ne servent à rien, c'est-à-dire, ça signifie je n'ai aucun moyen de pression sur vous. Et qu'est-ce qu'il fait au même moment? Eh bien, il fait quelque chose d'extrêmement efficace. Il arrête de payer les sommes astronomiques que les États-Unis versent en Ukraine. Un pays totalement corrompu, vidé de sa population. Si on arrête de mettre de l'argent dans cette guerre, la guerre s'arrêtera, mais vraiment dans les mois suivants, c'est évident. Ça, c'est un acte qu'il a fait en faveur de la paix avec la Russie. On va terminer ce débat animé, oui. Mais constructif et contradictoire, par une réaction que je voulais avoir de votre part à chaud. La rumeur circule que Giorgia Meloni va signer un traité de libre-échange avec les États-Unis, un traité séparé, bilatéral. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il vient d'y avoir une retraite, c'est comme ça que c'était appelé, du Conseil européen. C'est-à-dire qu'ils sont réunis entre eux et ils n'ont pas... Dans les environs de Bruxelles. Oui, et surtout, ils n'ont rien écrit de ce qu'ils ont pu se dire. Ils n'ont pas payé l'hôtel non plus. Ils n'ont pas payé l'hôtel non plus. Mais surtout, ça veut dire que c'est une réunion en secret du Conseil européen. Et là, quand ils sont sortis, ils ont tous dit « Nous tiendrons bon face à Trump, nous sommes unis pour maintenir le Groenland colonie danoise. » Ils n'ont pas dit colonie, mais c'est ça que ça veut dire. Et ça ne sera pas une colonie des États-Unis, ça restera une colonie danoise. Nous allons renforcer notre sécurité et nous ne céderons pas à son chantage économique. Bon, donc ils ont dit qu'ils étaient tous unis et on apprend que l'Italie a commencé à négocier de son côté. Donc l'Union européenne va exploser sous peu. Je trouve Giorgia Meloni très en forme en ce moment quand on suit la politique italienne, son fil X. Et alors, il y a une référence, je ne sais pas si vous avez vu ce discours qu'elle a fait, où elle a expliqué qu'en fait, le problème avec l'Union européenne, c'était que la capitale soit à Bruxelles. Il fallait qu'elle soit à Rome. Et que c'était normal, puisque le projet européen, c'était l'Empire romain, en fait. Donc, on voit bien comment le Trumpisme va agir comme force de dislocation sur l'Union européenne, et chacun va vouloir se faire son petit empire au sein du continent européen. Ça promet des discussions animées. C'est ce que j'avais dit dans une émission précédente, que le Trumpisme va dissoudre l'Union européenne, et c'est ce que nous voyons. Bon, en tout cas, on en voit des prémices, mais pour l'instant... Oui, mais plus ils disent le contraire, plus on voit que ça va venir brutalement. Messieurs, merci. On se retrouve dans 15 jours, en trilatéral. Oui, oui. Et puis, prenez chacun des vitamines avant de venir, puisque ce sont des échanges musclés. Merci. À très bientôt. Merci Eric. Merci Thierry.